Bonjour et bienvenue dans cette émission du 20 mars 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, comme annoncé, je vais aborder la question de l'affaire Brigitte Macron-Jean-Michel Trogneux, notamment telle qu'elle a connu un immense coup de tonnerre aux États-Unis par la prise de position d'une journaliste américaine très en vue, qui a décidé de faire un cheval de bataille de cette affaire. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi en parler ? Après tout, le couple présidentiel, leur famille, n'ont-ils pas droit à la vie privée comme tout un chacun ? Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, dès lors qu'on assume des positions publiques, forcément qu'on prend le risque de s'exposer, au moins d'une manière qui puisse paraître raisonnable. Mais en dehors de ça, je précise, je ne suis pas journaliste d'investigation, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis certainement pas un moraliste. Par contre, en tant qu'anthropologue, je suis intéressé par les faits sociologiques. Une rumeur en elle-même peut être considérée comme un fait sociologique, on peut la traiter en tant que telle. Mais lorsque, de surcroît, intervient un événement aussi stupéfiant que cette prise de position de Candace Owens, eh bien à ce moment-là, ça fait partie du paysage public. On voit d'ailleurs qu'il y a un ensemble de réactions qui sont mises en œuvre instantanément, et donc cela relève de ce qu'il est parfaitement légitime de traiter comme sujet d'actualité, en particulier quand on a une casquette d'anthropologue. Et donc, je vais vous décrypter quelques éléments fondamentaux de cette affaire, mais en nommant aussi pourquoi elle me paraît particulièrement intéressante. Alors effectivement, Candace Owens, qui est quelqu'un de réputé, elle n'a pas peur des polémiques, elle n'a pas peur des prises de position, elle a un podcast audiovisuel qui est suivi par à peu près 4 millions d'Américains, mais là, elle a carrément lancé ce qu'on appellerait un warning, une alarme en anglais, laissez tomber instantanément tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une plaisanterie ni une exagération, a-t-elle dit, de dire que, hormis les assassinats politiques, ceci est le plus gros scandale qui se soit jamais produit sur le plan politique dans l'histoire humaine. Et donc, après avoir pris connaissance d'un certain nombre de faits, mais on verra quels sont les contours affichés et prévisibles de cette réalité, elle dit qu'elle est prête à miser sa réputation professionnelle sur le fait que Brigitte Macron est en fait un homme. Alors là, on voit deux éléments très forts. D'abord, qu'une jeune journaliste en vue dise qu'elle est prête à miser toute sa carrière sur cette information en particulier, exprime un degré de conviction, sinon de certitude, qui malgré tout paraît impressionnant. Le fait qu'on dise « il est légitime de se poser des questions » ou « certains points mériteraient d'être clarifiés » ou... Bon, c'est une chose, mais le fait de dire, écoutez, il y a un scandale planétaire immense comme on n'en a jamais vu dans toute l'histoire humaine, et moi je suis prêt à mettre ma carrière en jeu, on voit qu'effectivement il y a une certaine dramaticité à la chose. Et puis autour de cette idée, Brigitte Macron est un homme. Alors bien sûr, il y a des rumeurs et des bruits qui courent depuis longtemps, ça n'est pas nouveau, et au fond, qu'est-ce que cela pose comme question ? La première, c'est que si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a eu une usurpation d'identité et un récit mensonger porté depuis des années et des années au cœur de l'État. Alors la vie privée, moi je veux bien, mais entre un boulanger de province qui est libre à peu près de faire ce qu'il veut de sa vie et un président de la République en exercice qui présente partout sa femme comme étant une femme, mais avec la possibilité, au dire de Candace Owens, qu'il puisse ne pas en être ainsi, on voit malgré tout que c'est quelque chose qui commence à concerner tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça concerne la chose publique. Alors Candace Owens s'est basée sur des enquêtes préalables que beaucoup d'entre nous connaissons ou connaissions, celles de Natacha Ray, qui sont un peu brouillonnes, mais qui malgré tout mettent en évidence un certain nombre de choses intéressante, et puis le travail d'un journaliste, Xavier Poussard, actuellement réfugié en Italie de ce fait, et qui publie une lettre d'information qui s'appelle « Faits et documents ». C'est un travail qui est bien fait, et notamment il explore, il met en lumière, il exhume tout un ensemble d'informations qu'il synthétise sur, et j'ai envie de dire, les dessous et les turpitudes de la Ve République actuelle, et comme on le sait, ça ne sent pas particulièrement la rose par les temps qui courent.
Mais en plus, il s'est focalisé sur le couple Macron et des accointances à la fois criminelles. Il y a quand même tout un milieu très interlope qui s'agite autour du couple présidentiel, mais également avec quelque chose qui est très clairement connoté dans le sens du crime sexuel. Il y a eu des prises de parole récemment, où notamment des responsables d'observatoires des inconduites et crimes sexuels disaient « mais c'est effrayant le nombre de cas qu'on trouve en Macronie ». Et donc, il y a en réalité un malaise réel, et puisqu'il est réel, on a le droit, bien sûr, d'en parler. Alors que trouve-t-on ? Précisément, une atmosphère extrêmement étouffante, et notamment en ce qui concerne ce couple présidentiel très atypique, on en conviendra, une narration qui, du côté de l'Élysée et de ses communicants, est complètement verrouillée. Les quelques journalistes qui se sont aventurés à chercher à faire des sujets biographiques autour de Brigitte Macron, ou d'entrer un peu dans son intimité de personne, de femme, comme cela s'est fait des fois avec des épouses de présidents, se sont tous dit s'être heurtés à un mur de contrôle tyrannique avec un stress maximal autour de ce qui pourrait être dit, et donc une absence de liberté. Et quand, par exemple, des rendez-vous étaient pris avec des personnes qui étaient censées avoir connu la Brigitte Macron d'avant ses 30 ans, restaient prises dans des ornières d'un discours qui était complètement calibré et avec une impossibilité totale de s'en écarter, c'est-à-dire un manque de spontanéité. Or, en toute bonne logique, bien sûr, vous faites attention, on a tous fait des bêtises dans nos vies, plus ou moins grandes, donc on peut comprendre que des témoins soient sur la défensive ou la réserve, mais pas au point de ne rien livrer d'autre que le narratif qui a été écrit à l'avance, par des gens dont le métier est d'écrire des choses à l'avance pour conduire les gens à y croire. Donc il y a cette réalité du verrouillage, plein d'incohérences dans la narration. On sait qu'un des problèmes, c'est que quel que soit le genre de Brigitte Macron, la première rencontre amoureuse avec Emmanuel s'est faite alors que lui avait 14 ans et elle 39. Et donc, on est quand même dans un écart qui, normalement, relève du droit pénal, et décrit une situation de crime pédophile. D'autres personnes, avec cet écart d'âge, avec la transgression de l'interdit de la sexualité, ont vu des procédures en justice être ouvertes. Donc il y a de toute évidence l'intention d'effacer quelque chose. Alors après, bien sûr, on le tourne en positif, c'était platonique, ils ont attendu que Emmanuel ait 18 ans ou 21 ans pour passer aux actes de la chair. Enfin bon, on sent qu'il y a de toute manière quelque chose qui pose problème. Mais évidemment que ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une somme d'anomalies dans l'affaire qui mérite réponse. Alors bien sûr, une anomalie n'est pas une preuve. Par exemple, on n'a à peu près aucun document sur Brigitte Macron avant ses 30 ans. Pas de photos d'enfance et de jeunesse. Pas de photos de mariage. Pas de photos de ses grossesses. Pas de photos d'elle avec ses enfants petits. Rien, rien, rien. Le vide abyssal. Entre une photo de famille, où on voit la famille et la fratrie, donc avec la petite Brigitte, son frère aîné Jean-Michel, les parents, et quelques autres, plus rien. Et puis, il y a Jean-Michel Trogneux, frère aîné de 8 ans plus âgé, qui lui a une vie. Il étudie à Alger, il voyage dans différents pays, il a un métier, il a une vie jusqu'à ce que Brigitte Macron en ait une. Et pour ce Jean-Michel Trogneux, on ne trouve plus rien d'aucun ordre depuis. On ne le voit même pas, on ne sait pas qui il est. Un appartement qui est loué à son nom, mais personne ne l'a jamais vu, personne ne veut témoigner, donc le mystère absolu. Et donc vous avez un frère et une sœur dont on suppose qu'ils auraient pu se substituer l'un à l'autre, plutôt que l'un aurait pu devenir la seconde, mais d'une manière où on ne peut absolument pas recouper les faits. Et puis, toutes sortes d'anomalies. Par exemple, Brigitte Macron avait dit qu'au moment de l'alunissage de la mission Apollo sur la Lune, en 1969, elle habitait seule dans un appartement à New York. Donc, ça aurait voulu dire qu'elle aurait eu 16 ans à l'époque. Et une jeune fille de 16 ans aux États-Unis ne peut pas vivre seule dans un appartement. C'est illégal, c'est impossible. Jean-Michel, à ce moment-là, 8 ans de plus, 24 ans, ça jouerait. Et donc, voilà, on voit des motifs qui sont simplement troubles,
Et ce que dit Candace Owens, c'est que ça serait tellement simple de lever toutes les hypothèques. Et elle-même a présenté à l'écran une photo d'elle âgée de 4 ans avec son grand-père, puis à l'âge de 7 ou 8 ans faisant du vélo, puis à l'âge de 14 ans allongée sur un lit avec des sneakers, un appareil dentaire. Enfin, c'est tellement facile de documenter la vie qu'on a eue. Or, chez Brigitte Macron, il n'y a rien de chez rien, comme si elle n'avait pas existé avant de se retrouver enseignante de théâtre et avec la suite que vous connaissez. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais ils n'ont pas à justifier, elle a eu la vie qu'elle a eue. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que les journalistes qui ont enquêté ont dit on n'arrive pas à mettre la main sur le moindre élément qui correspondrait à une vie réelle de cette personne avant ce moment-là. Alors, de nouveau, je ne pense pas qu'une journaliste, une personne publique comme elle, prendrait le risque de dire qu'elle joue l'entier de sa réputation et de sa carrière sur une information qui reposerait sur des bases comme les enquêtes de faits et documents ou Natacha Ray, qui effectivement laissent supposer qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, mais avec rien de substantiel. L'absence d'éléments probants n'est pas comme quand on a des éléments probants qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire des supputations, on peut questionner l'absence, mais ça ne correspond pas tout à fait à la même chose. Donc, ça pose quand même question. Et là, il convient de nous souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, vous vous souvenez de l'affaire, il s'avère que Donald Trump, en quittant la Maison-Blanche, avait conservé un certain nombre de documents classifiés dont il semble, mais c'est contesté, qu'il n'avait peut-être pas le droit de les conserver, donc ça a été récupéré par le FBI, et là l'information est sortie qu'un des dossiers, ça vient du FBI comme information, concernait la vie privée d'Emmanuel Macron. Alors c'est quand même étonnant, parce qu'on comprend bien que si des chefs d'État ont des dossiers sur d'autres chefs d'État, c'est pas pour apprendre qu'ils sont mariés à la régulière et qu'ils couchent de temps à autre dans la position du missionnaire, on sera d'accord. Et au moment où cette information est sortie, on a vu bien sûr en France le grand rideau de l'omerta se mettre en place. Nous ne sommes pas au courant, nous n'avons aucune idée de quoi il peut s'agir, nous ne pouvons pas commenter des faits que nous ignorons. Enfin, nous, on a l'information qu'il y avait quelque chose de suffisamment particulier pour que le président des États-Unis ait un dossier spécifique sur le couple Macron. Campagnol, qui observe tout cela de très près avec beaucoup de sagacité, lui dit « Ok, si Candace Owens s'avance sur cette affaire, c'est que l'État profond a décidé de lâcher les chiens sur le couple Macron. » C'est-à-dire que cette protection, parce qu'on a un dossier puis qu'on n'en fait rien, c'est comme si on n'en avait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut éventuellement servir à faire pression en coulisses, mais sur la sphère publique, ça n'est pas comme si quelque chose circulait. Donc si elle y va, pense-t-il, à tort ou à raison, mais c'est qu'il y a un changement de climat, un changement de saison. Alors évidemment, la presse française joue la partition, transphobie, l'extrême droite, complotiste, calomnie, diffamation, misogynie, etc. Mais là, Candace Owens a une position qui est quand même assez intéressante. Elle dit « Mais attendez les mecs, vous êtes journalistes ou pas ? Si vous êtes des propagandistes au service de l'État, on comprend que vous fassiez un travail de propagande et de communication. C'est à ça que servent les communicants. Mais si vous prétendez être des journalistes et travailler dans la presse, à ce moment-là, vous ne pouvez pas rejeter a priori, avec des étiquettes infamantes, des éléments qui au moins devraient être soumis à investigation. Et donc voilà, elle dit, c'est bon, complotiste, théorie du complot, extrême droite, tout ça, on a l'habitude, vous nous faites le coup à chaque fois, maintenant c'est un peu court. Et les gens ne vont plus être dupés longtemps avec ça. Évidemment qu'il y a toute la machine de propagande, il n'y a plus de presse en France malheureusement, ou très peu, qui se met en branle, et ce qui est amusant, c'est que Zoé Sagan, donc ce personnage un peu fantasque, imaginaire, qui s'exprime sur X, qui est très informé de ce qui se passe dans les coulisses, et notamment à l'Élysée et à Matignon, dit, regardez, la riposte se met sur pied, et donc on est en train de mandater Amanda Lear, Jean-Paul Gaultier, pour faire une émission qui tourne en dérision ce sujet. Ah ah ah, on prétend qu'elle est transphobe, ah 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 ah, ça montre à quel point ces gens sont bêtes. Mais elle, Candace Owens, elle dit qu'elle a reçu des menaces et que Emmanuel Macron est absolument furieux. Alors, ce qu'on a pu observer quand même depuis un certain temps, donc semble-t-il qu'il se préparait quelque chose et qu'il n'était pas totalement non informé de ce quelque chose.
Et puis, Candace Owen, elle est vraiment habile, parce qu'au fond, l'histoire de préférence sexuelle ou de préférence de couple, bon, évidemment que dans une position comme celle de la présidence de la République française, ça ne joue pas. On ne peut pas dire, oui, ma foi, ils avaient envie de se cacher pour cacher leur amour. Non, désolé, ça ne marche pas. On ne peut pas prendre les gens pour des cons à ce point, si c'est vrai. Mais Candace Owen ne joue pas sur ce terrain-là. Elle dit deux choses extrêmement intéressantes. La première, c'est que, au fond, la question qui est posée, c'est y a-t-il un mensonge généralisé si le fait que Brigitte Macron est en réalité un homme ou un transsexuel? À ce moment-là, ça veut dire que beaucoup de personnes au courant, dans les services de l'État, dans les agences de renseignement, dans le personnel politique, dans la classe médiatique, ont protégé un mensonge tellement gros qu'on ne peut plus du tout avoir confiance en eux. Et donc, dit-elle, ils sont en train de jouer eux aussi leur réputation. Et si elle dit « je mets ma réputation dans la balance », c'est peut-être à mettre en balance du fait que, évidemment, si Brigitte Macron est une femme, ça s'arrête là. Excuse à la dame, puis on réfléchit à qu'est-ce qui a pu faire qu'une rumeur se construise comme ça, pourquoi pas. Mais si l'affaire va plus loin que ça, à ce moment-là, c'est carrément un système du mensonge qui peut être mis en pleine lumière et imaginer le choc que cela représenterait dans la population à travers le monde. Deuxième élément qu'elle souligne, c'est que si la chose est vraie, à ce moment-là, ça veut dire que le président français a été potentiellement soumis à un chantage au long de 2 quinquennats. Parce qu'évidemment que les gens qui étaient au courant avaient les moyens de le faire chanter. Ça se comprend. Et donc, on pourrait être dans un système où les gens qui nous gouvernent sont en fait aux mains par différents moyens de pression d'intérêts criminels et crapuleux qui pourraient veiller à ce qu'ils ne fassent qu'appliquer les décisions qu'on leur demande d'appliquer en trouvant les moyens, avec les majorités, les parlementaires, la presse, de faire semblant que ça ne pose aucun problème. Puis le troisième point qu'elle souligne, et je le rappelle, il y a ce psychiatre italien que j'ai souvent nommé et dont j'ai partagé les évaluations, parce que pour moi c'est une évidence qu'Emmanuel Macron est très atteint sur le plan psychique et dans un registre de psychopathie grave caractéristique, que j'ai documenté de nombreuses fois et d'innombrables manières. Et donc, le psychiatre Adriano Segatori, lui disait, il y a eu un viol d'un homme ou d'une femme, peu importe, mais beaucoup plus âgé sur un jeune homme de 14 ans, de nature à créer une scission dans son psychisme que l'on sait être particulièrement favorable au fait de pouvoir déjà faire de cette personne quelqu'un qui n'a aucune culpabilité, aucun ressenti, aucune compassion, un vrai psychopathe, mais également de le conditionner à agir d'une certaine manière. Alors tout cela évidemment semblera abracadabrantesque, mais mon seul propos à ce stade est le fait de dire que ce sont des questions que désormais nous avons non seulement le droit, mais le devoir de nous poser. Et quant à ceux qui trouveraient ça abracadabrantesque, selon l'expression rimbaldienne vulgarisée par Chirac, peut-être qu'au fond, ce qui nous rend si difficile de penser le monde d'aujourd'hui, c'est précisément les limites que nous avons dans notre imaginaire. Parce que pensez à l'affaire Epstein, bon sang. Voilà un type qui était prof de maths, sans fortune, et qui, sans qu'on sache comment, s'est retrouvé à la tête d'une fortune évaluée à 650 millions de dollars, qui était lui-même un dépravé sexuel. Il devait avoir des relations 3 fois par jour, et de préférence avec des jeunes filles mineures, voire des filles mineures, prépubères. Et que ce type est devenu le meilleur ami de toutes des cercles de pouvoir aux États-Unis, incluant des intellectuels, des politiciens, des responsables économiques et financiers, des artistes, et qu'il filmait dans des ébats pédocriminels violant des enfants pour pouvoir les faire chanter pour le compte du Mossad, des services secrets israéliens, et de la CIA. Et ce que je vous dis là, c'est attesté. Ce n'est pas une supputation. On en a toutes les preuves aujourd'hui. Il y a des livres très sérieux qui ont été faits par des journalistes d'investigation. On a une masse de données en justice que la justice retient. Mais attendez, si des centaines d'enfants ont été violés dans les propriétés d'Epstein, en France, aux États-Unis, dans les Caraïbes, pourquoi protège-t-on
les monstres qui ont procédé à ces viols. Et ça, c'est une réalité. Alors quand on dit peut-être qu'il y a autour de la présidence française, comme le suggère Candace Owen, un scandale planétaire, moi je nous inviterais à ne pas sauter aux conclusions, jamais de toute manière, mais à conserver suffisamment d'ouverture d'esprit et de capacité d'imagination pour nous dire il y a peut-être des réactions plus intelligentes à avoir que d'hurler une fois de plus à l'extrême droite et au complotisme. Et je terminerai avec ça. Ce qu'on voit aussi en France, c'est qu'il y a une extrême susceptibilité et réactivité du pouvoir. J'ai souvenir que quand Éric Feurag, le directeur de la rédaction du Courrier des Stratèges, a posé la question, il a franchi le pas de poser la question, mais pourquoi est-ce que personne en France n'évoque jamais cette rumeur et ce que ça pourrait impliquer? Il a été mis en garde à vue, séance tenante le lendemain, et comme il l'avait prévu à l'avance, il avait pris ses précautions, il savait comment faire, mais ça lui a permis de dire, mais regardez, c'est vraiment un sujet dans lequel on n'a pas le droit de s'aventurer. Et je terminerai cette émission, je continuerai demain en abordant un autre volet de ce que nous avons commencé à entrevoir ensemble, mais en rappelant qu'on a le droit de croire à des conneries. On a le droit, dans une société d'état de droit, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de porter des accusations qui sont fausses, ou injurieuses, ou qui portent atteinte à l'intégrité. À ce moment-là, vous pouvez être poursuivi pour calomnie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Natacha Ray, qui est la première journaliste à soulever le lézard, n'a pas été poursuivie pour calomnie. Elle a été poursuivie pour atteinte à la vie privée, et en l'occurrence, les plaignants ont été déboutés. Mais jamais Brigitte Macron ou Emmanuel Macron n'ont porté pour l'instant la réaction judiciaire sur le terrain de la diffamation ou de la calomnie. Voilà. Donc, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on nous en dise, ces prostituées de plateau qui continuent à se faire passer pour des journalistes en France, mais Dieu sait que les plateaux et les colonnes des journaux ressemblent de plus en plus à un lupanar plutôt qu'à ce qu'a été la presse à une certaine époque, oui, il y a quelque chose qui semble poser problème et qui semble contenir un certain pouvoir explosif, mais il n'est pas exclu que ce que je vous dis ici soit entièrement faux et finissent par s'avérer être une élucubration sortie de nulle part. Mais en ce qui me concerne, à ce stade, je ne parierai pas mon chapeau là-dessus. À demain. Merci.